À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des appareils comme le Messerschmitt 262 allemand et le Gloster Meteor anglais, ces précurseurs à la pointe de la technologie de l'époque, propulsent l'aviation dans l'ère à réaction. Les Américains à cette époque ne sont pas en reste puisque les Anglais, craignant une défaite lors de la bataille d'Angleterre, leur avaient fourni des réacteurs et des plans qui avaient permis à Bell de réaliser le P-59 dès 1942. Et de nombreux programmes de développement sont déjà en cours pour une nouvelle génération de chasseurs à réaction, comme le F-84 de chez Republic, ou encore les travaux de la nord-américaine qui aboutiront au F-86. Par contre, du côté soviétique, les retards sur cette technologie sont énormes. Mais en envahissant l'Allemagne de l'Est, ils ont récupéré de nombreux moteurs, des BMW 003 qui étaient montés sur les Heinkel HE 162 et des Jumo 004 qui équipaient les Messerschmitt 262. En urgence, tout doit être mis en œuvre pour se remettre à niveau. Et le premier choix stratégique, évidemment, est d'être capable de fabriquer des copies de ces moteurs et de les installer dans de nouvelles cellules. La réponse la plus rapide sera fournie par Yakovlev, début 1946, qui, sans trop prendre de risques, décide de remotoriser son excellent Yak 3 avec un jumeau allemand. Ainsi naît cet étrange appareil qu'est le Yak 15. Premier chasseur à réaction soviétique, la seule grosse modification hormis la motorisation vient de la protection thermique de l'arrière du fuselage pour éviter que l'air chaud du réacteur ne fasse fondre la structure. C'est clairement un appareil de transition, mais il fait le job. Il sera équipé de série d'un Tumansky RD-10 qui a réussi à copier le jumeau. L'avion approche malgré tout les 800 km/h, tout en étant très maniable comme l'était son prédécesseur. L'avion sera vite décliné en Yak-17, presque identique, mais ayant un train d'atterrissage tricycle, bien plus adapté à cette nouvelle motorisation. Et de son côté, et quelques mois plus tard, MiG, parti d'une feuille blanche, réalise ainsi un original MiG-9, conçu autour de deux réacteurs BMW 003, aux performances très proches de celles du Yak, et à la manière de ce dernier, il sera remotorisé par des Tumansky RD-20, rétro-ingénierie des moteurs BMW cette fois-ci. Il sera malgré tout fabriqué à 600 exemplaires, presque le triple du Yak 15, et certains seront même exportés en Chine. Au vu de ces premiers essais, bien que plutôt réussis, les soviétiques sont bien conscients qu'ils sont loin d'égaler la qualité et les performances des moteurs occidentaux. Et leurs motoristes accusent trop de retard. Il faut trouver un moyen de le combler. Une solution, disons, alternative va être mise en place. Fin 1946, une délégation de diplomates et d'industriels, dont Mikoyan et Klimov, négocie une rencontre avec les gens de chez Rolls-Royce, les meilleurs motoristes du moment. Cette rencontre peut paraître incongrue, mais Rolls-Royce est dans une situation délicate. La société se retrouve avec une capacité industrielle énorme due à la guerre, alors que les besoins se sont écroulés avec la fin de celle-ci. Il ne serait finalement pas contre un juteux contrat signé avec l'armée rouge pour remplir le carnet de commandes. Les soviétiques négocient l'achat de quelques réacteurs de nouvelle génération d'Irwens et Nen en prétextant vérifier les bonnes performances qu'ils sont censés avoir. Une fois à la maison et sans scrupule, Klimov va en fait copier ces deux moteurs et deviennent respectivement des RD-500 et des RD-45. Rolls-Royce se plaindra évidemment que ces réacteurs sont fabriqués sans licence, mais Staline s'en fiche largement et les plaintes resteront sans suite. Enfin, les relations entre Anglais et Russes vont se tendre un peu, et Rolls-Royce ne fournira pas non plus de services après-vente. De ce larcin vont naître trois appareils, le Yak-23 qui n'est autre qu'un Yak-17 remotorisé avec le RD-500. Le Lavochkin LA-15 équipé lui aussi du RD-500. Il est bien plus performant et moderne, mais ces appareils ne seront fabriqués qu'à quelques centaines d'exemplaires, car l'état-major soviétique leur préfère le troisième appareil qui vient de chez MiG. En effet, conçu à partir de son expérience avec le MiG-9 et des travaux sur l'aérodynamisme du Tsagi, l'équivalent russe de la NASA, le MiG-15 voit ainsi le jour autour du nouveau Klimov RD-45. Ce dernier vole dès 1947. Les résultats sont légèrement moins bons que le Lavochkin LA-15, mais il est bien plus facile à fabriquer, plus simple à maintenir en vol et bien plus robuste. Avec cet appareil, Artyom Mikoyan va ainsi prendre la place de leader dans la fabrication aéronautique soviétique qu'occupait auparavant Yakovlev. Produit dans 15 usines à travers le bloc communiste, 18 000 exemplaires seront ainsi réalisés et sa version la plus produite fut le MiG-15 bis, équipé d'un Klimov VK1, une version améliorée du RD-45. Il a donc été utilisé dans tous les pays satellites de l'URSS, la Chine, mais aussi en Corée du Nord, qui envahit la Corée du Sud en 1950. Les MiG-15 vont être une très mauvaise surprise pour l'Occident. Surclassant les F-84 ou les F-9F et dévastant les bombardiers B-29 qui se pensaient en sécurité à très haute altitude, ils vont maîtriser le ciel de Corée jusqu'à l'arrivée des F-86F tout juste mis en service.
Les MiG-15 vont montrer des performances très proches, voire supérieures aux F-86 américains. Mais ces derniers vont vite s'apercevoir que la machine soviétique n'est à craindre que si le pilote est expérimenté. En effet, on trouve même des vétérans de la Seconde Guerre mondiale dans les cockpits de F-86, alors que la plupart des MiG-15 sont pilotés par des Nord-Coréens ou des Chinois sans réelle expérience en combat aérien et sans entraînement suffisant, qui perdent rapidement et sans surprise l'avantage que leur procure leur machine. Par exemple, Francis Gabreski, grand as de la Seconde Guerre mondiale sur P-47, obtiendra également le titre d'as de la guerre de Corée aux commandes du F-86. Appuyés par d'excellentes tactiques de combat, les F-86 prendront le dessus jusqu'à la fin de la guerre en 1953, avec environ 800 MiG-15 détruits pour une grosse centaine de F-86 perdus en contrepartie. Ils ont rencontré malgré tout une résistance bien plus farouche avec certains MiG-15, car bien qu'aux couleurs nord-coréennes, ils étaient pilotés officieusement par des pilotes russes, ayant eux aussi une grande maîtrise. Mais ne pouvant pas communiquer pour ne pas trahir leur présence, leur impact sur les combats fut limité. Les Soviétiques et les Américains vont tirer les mêmes leçons de ce conflit. Fabriquer des appareils les plus performants possibles, car ils peuvent plus que jamais changer le cours d'un conflit. Tous les programmes de développement en cours à cette époque pour de nouveaux appareils vont être accélérés. Ils donneront naissance à de drôles de machines, dont certains apparaissent et apparaîtront sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à jeter un œil à ma playlist.